Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons l'introduction à notre nouveau chapitre qui est les statistiques. En fait, dans cette vidéo, je vais faire, si on veut, un peu une énumération puis une présentation du vocabulaire principal qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment une capsule assez théorique. Ça va aller assez rapidement, donc n'hésitez pas à appuyer sur pause si jamais ça va un petit peu trop vite pour pouvoir recopier les éléments qui vous manquent. En fait, une étude statistique, c'est quoi? C'est une collecte d'informations en vue de partager ensuite les résultats. Cette collecte d'informations-là, évidemment, se fait sur des éléments qui se sont déjà réalisés, donc des éléments du passé. On ramasse nos informations sur des faits. Ensuite, on fait de la compilation. Ensuite, on peut transmettre des résultats, puis probablement prendre des décisions pour la suite après. Donc, première petite chose, lorsqu'on fait une étude statistique, la première chose à savoir, c'est que la population, c'est l'ensemble des êtres, des choses ou des faits qui font l'objet de notre étude. Donc, notre population, c'est dans le fond les gens ou les objets qu'on va questionner. Évidemment, on n'ira pas questionner des objets. Par contre, on peut aller chercher des informations sur différents objets. Au niveau du caractère, c'est quoi le caractère? Dans le fond, c'est les éléments sur lesquels on va aller chercher de l'information, ça peut être de deux types. On appelle ça du caractère qualitatif ou du caractère quantitatif. En fait, il se passe quoi? C'est ce qu'on va aller chercher comme information. Si jamais c'est un mot, donc je vais le mettre en fluo, ça peut être mieux. Si jamais ce sont des mots, ben à ce moment-là, on est dans le qualitatif. Alors que si jamais c'est des nombres, à ce moment-là, on est dans le quantitatif. Donc, les données recueillies, je viens de le dire ici, sont des mots du côté qualitatif, alors que de l'autre côté, du côté quantitatif, on passe à quantité, donc ce sont des nombres. Au niveau des nombres, ben, depuis le début de l'année, on travaille deux types de nombres. Les nombres, en fait, qui doivent absolument arriver juste, donc des nombres entiers. On appellerait ça à ce moment-là du quantitatif discret. Discret, c'est lorsqu'il faut que ça arrive juste, comme par exemple si on a un nombre de personnes, un nombre d'objets, un nombre d'animaux. Donc, ce genre d'exemple-là, à toutes les fois où les nombres à virgule, les fractions ne sont pas permises, ben à ce moment-là, on est dans du quantitatif discret. J'aurais dû rajouter aussi, ben dans du quantitatif discret, dans le fond, on est dans N, rarement dans Z. La plupart du temps, on est dans l'ensemble N. Au niveau du quantitatif continu, c'est qu'à ce moment-là, les données qu'on ramasse, les données qu'on a collectées, ben ça pourrait être des nombres à virgule, ça pourrait être des fractions, ça pourrait être des nombres qui n'arrivent pas juste. Par exemple, si je ramasse du temps pour une course, si je ramasse des poids, des mesures, des distances, des vitesses, donc plein d'éléments dans lesquels les nombres à virgule pourraient être permis. C'est-à-dire, généralement, on est dans R+. Je m'excuse, j'ai écrit avec la souris, ça va pas super bien. Donc, généralement, on est dans R+. C'est rare qu'on est dans le négatif avec ce genre de choses. Donc, du quantitatif discret quand ça arrive juste, quantitatif continu, lorsqu'on est, les nombres à virgule sont permis. Maintenant, on va faire la différence entre un recensement ou un sondage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, lorsque je fais une étude statistique, ou bien je vais demander à toute une population complète ce qu'il y en est, donc, dans le fond, demander si c'est des gens puis c'est des questions que je vais poser, ou je pourrais aller chercher de l'information. Si je demande à toute la population puis j'oublie pas personne ou aucun objet, dans le cas où ce serait une collecte d'informations sur des objets, à ce moment-là, on parle d'un recensement. On peut penser au recensement des gouvernements, des choses comme ça, lorsqu'ils veulent connaître la population complète d'un pays, d'une province ou même d'une ville. Donc, un recensement, c'est une recherche d'infos sur un caractère donné, mais auprès de toute une population. Alors que si je veux sauver du temps, je veux surtout sauver de l'argent, parce que les gens qui font généralement des collectes d'informations, c'est parce qu'ils ont des gens à payer, des choses comme ça. Fait que des fois, j'ai pas besoin d'avoir une super grosse précision. Ben à ce moment-là, je peux juste faire un sondage. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ma recherche d'informations sur un caractère, ben, elle porte juste sur un sous-ensemble. Mais le sous-ensemble, il s'appelle un échantillon. Donc, je vais prendre seulement un petit échantillon. Ben, ça peut être un plus gros échantillon, ça, c'est pas important. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je prends un échantillon, c'est que je prends pas la population complète, je prends juste une certaine partie. Donc, dans le fond, ce qui résumerait la dernière minute que je viens de jaser, dans le fond, c'est qu'il y a deux études possibles. Un recensement, si on demande à toute la population, ou un sondage, la plupart du temps, c'est ça, pour sauver du temps et de l'argent. Ben, à ce moment-là, on va demander juste à un échantillon de la population. On tourne. On a mis quelques exemples, dans le fond, ici. Puis à chaque exemple, dans le fond, on demande si ça serait mieux d'utiliser un recensement ou un sondage. Puis on demande après ça de donner le type de caractère. La conseillère en orientation veut connaître le nombre exact d'élèves qui vont au cégep parmi les diplômés de l'école. Ben, si elle veut connaître le nombre, à cause du mot exact,
qui est ici, ben on est mieux de faire un recensement. Et ça serait quoi ensuite la population? Parce qu'on demande indique la population qui est à l'étude. Dans notre cas ici, notre population, c'est les élèves de 5e secondaire, parce qu'on n'y aura pas demandé à tous les élèves. On veut juste savoir si ceux qui vont au cégep l'année prochaine. Donc, nos élèves de 5e secondaire, c'est nos finissants. Et on ferait un recensement à cause du mot exact. Donc, il faudrait aller demander à tout le monde. S'il y a des absents, on fait quoi? On va les voir le lendemain, jusqu'à temps qu'on ait tout le monde. Deuxième, on a une journaliste, elle veut connaître l'opinion des Québécois concernant un disque de musique. On n'a pas besoin de demander à toute la population. Donc, un sondage, c'est suffisant. Et à qui on demanderait comme population? Aux Québécois, aux Québécoises, idéalement d'un peu de tous les âges. Un peu de toutes les villes. Ici, on essaierait d'aller chercher nos réponses un peu partout. Ensuite, on a un vendeur d'automobiles usagé. Il veut déterminer l'année de fabrication de chaque automobile qu'il a en magasin. À cause du mot « chaque », ça veut dire qu'il veut avoir vraiment un inventaire complet de ce qu'il a en magasin. Donc, à ce moment-là, on va faire un recensement. Et recensement de quoi? Quelle est sa population? Ce sera les véhicules qu'il a en magasin, les autos qu'il a en magasin. Dernièrement, un dernier exemple, on a un fonctionnaire municipal qui veut estimer le nombre d'arbres qui ont été détruits dans sa ville. Juste à cause du mot « estimer », on est certain qu'un sondage va faire le travail. De toute façon, c'est pas vrai qu'il va aller voir tous les arbres de la ville pour aller voir quel est l'état de ces arbres-là suite au verglas. Donc, à ce moment-là, un sondage. Et ce serait quoi à ce moment-là? La population. La population, dans notre cas ici, ce serait les arbres de la ville, mais un peu des arbres de tous les quartiers, parce qu'on ne va pas juste chercher un coin de la ville. On irait chercher des arbres un peu partout dans la ville. Donc, ma population, les arbres de différents quartiers de la ville, et un sondage serait suffisant. Si je veux faire un sondage, ça me prend un échantillon. Donc, certaines affaires, juste certains éléments de ma population. Mais si je veux un échantillon qui représente bien la population, on va appeler ça un échantillon représentatif. C'est important de se monter un bon échantillon. Si notre échantillon n'est pas représentatif, notre étude n'est pas valide et elle sert à rien. Pour monter un échantillon représentatif, maintenant, il existe 4 méthodes différentes. Donc, c'est ce qu'on va parler maintenant, les 4 méthodes pour construire un échantillon qui est représentatif. Donc, voici les 4 méthodes. La première, si je prends un échantillon qui est choisi au hasard, sans ordre précis, sans organisation, juste, mettons, par exemple, une liste où je pige des gens au hasard, quelque chose comme ça, à ce moment-là, on est en train de faire un échantillon qui va être représentatif par la méthode aléatoire ou aléatoire simple. Deuxième méthode que je pourrais utiliser, un échantillon qui est choisi selon un intervalle régulier par un procédé répétitif parmi une population organisée. Le rang de la première donnée est sélectionné aléatoirement. Je donne un exemple. J'ai une liste de noms et je décide, mes noms sont placés par exemple en ordre alphabétique, et je vais prendre le 5e, ensuite le 15e, 25e, 35e, 45e. Donc, j'ai un procédé qui est répétitif. Dans mon cas, c'est d'avoir toujours fait plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Donc, à ce moment-là, j'ai un système. J'ai décidé de prendre le premier que j'ai choisi, c'était le 5e. J'ai choisi 5 et j'ai décidé de faire plus 10. Donc, j'ai un système. La méthode s'appelle systématique. Troisième méthode, des fois, on veut sauver du temps. L'échantillon est constitué par tous les individus des grappes. Des groupes sélectionnés de façon aléatoire. Je donne un exemple. Dans une école, on a besoin de faire un sondage rapide, par exemple, pour une sortie de fin d'année. On veut savoir ce que les gens... oui, je pourrais aller chercher au hasard dans l'école, ça serait du aléatoire simple. Je pourrais prendre la liste que je vous parlais tantôt. Ou je pourrais dire, on va faire ça rapidement. On va prendre le groupe, disons, 31, le groupe 57, le groupe 22, ça va sauver du temps. On rentre dans la classe, on fait un petit sondage rapide. À ce moment-là, j'ai pris quoi? J'ai pris des gens qui sont tous déjà groupés ensemble pour gagner du temps. On appelle ça la méthode en grappe. Il y a certaines fois où ça va être bon de le faire. Par contre, il y a certaines fois où ça ne sera pas représentatif. Par exemple, si je m'intéresse, on jase comme ça, aux revenus de certaines personnes et que je décide pour sauver du temps d'aller à un match du Canadien au Centre Bell, puis je prends la section qui est juste en arrière du banc du Canadien. Donc, c'est tous des gens qui ont des billets de saison, qui sont là depuis longtemps, probablement des gens, des fois, qui ont des grosses compagnies, des choses comme ça, peut-être des gens qui font plus de sous aussi. C'est pas nécessairement représentatif de la population, les gens qui seraient tous dans la section en arrière du banc du Canadien, par exemple, si on était au Centre Bell. Dernière méthode, pour créer un échantillon représentatif, elle est plus compliquée celle-là parce qu'elle demande plus de travail, mais effectivement, si on prend le temps de le faire comme ça, généralement, ça nous crée de meilleurs échantillons, mais c'est pas toujours possible de le faire. Le nombre d'individus sélectionnés dans chacune des strates est proportionnel. Donc, proportion, on veut dire, on irait avec des produits croisés, on travaille fort, au nombre d'individus qui forment la strate.
Chaque catégorie est représentée. Dans une école, par exemple, on a 5 secondaires. Ben, si, dans notre cas, l'école, je donne un exemple, le 3e secondaire est plus nombreux, un petit peu, ben, on pourrait faire, OK, on pourrait s'arranger, on veut un échantillon de 100 personnes. Ben, à ce moment-là, on va prendre un petit peu plus de secondaire 3. Mais dans le secondaire 3, on a plus de garçons. Bon, OK, il faudrait aussi tenir compte qu'on a plus de garçons. Fait que, on va monter notre échantillon en tenant compte de tout ça. Souvent, ça va être un système de proportion de produits croisés, quelque chose comme ça. Et le nom, ça s'appelle la méthode stratifiée. On va en donner un petit exemple dans quelques secondes. Je continue. Ensuite, dans le fond, on vous a mis quelques exemples pour ça. Donc, le premier, on sélectionne de façon aléatoire 4. Dans le fond, on veut monter un échantillon. C'est ça qu'on veut faire. On sélectionne de façon aléatoire 4 écoles primaires. L'échantillon est formé par tous les élèves qui fréquentent ces 4 écoles. Donc, si dans une commission scolaire, je veux faire une étude, puis je décide de sélectionner les 4 écoles au complet, ben c'est que je veux gagner du temps. Donc, je suis en train de faire des grappes parce que je me rends en endroit, puis je prends plein de monde qui sont tous groupés au même endroit. Donc, ce sont des grappes. Deuxième, on sélectionne de façon aléatoire 100 élèves à partir d'une liste. Ben, à ce moment-là, si je sélectionne de façon aléatoire 100 élèves à partir d'une grosse liste, ben, c'est du aléatoire simple, tout simplement. Il n'y a pas de système, il n'y a rien de spécial. Le C, pour chaque modèle de voiture fabriqué par un constructeur automobile, on sélectionne de façon aléatoire un nombre de voitures, le mot proportionnel au nombre de véhicules produits. Donc, si on prend, par exemple, une compagnie de véhicules comme Honda, ben, Honda produit probablement plus de Honda Civic qu'il produit par exemple, de pick-up ou de camions. Donc, à ce moment-là, si je voudrais faire des tests de façon proportionnelle au nombre de véhicules qui est produit, il faudrait que je teste plus de Civic, par exemple, que je teste de pick-up Honda. Parce qu'évidemment, à la fin, ils en produisent plus de Civic, je vais tester plus de ça. Donc, à ce moment-là, ce serait une méthode stratifiée parce qu'on calculerait, on ferait des calculs pour répondre de façon proportionnelle à nos tests. D, on sélectionne la 10e personne qui entre par la porte principale d'un centre commercial. Ensuite, on sélectionne la 25e, la 40e et ainsi de suite. Donc, on fait toujours des bons de 15. Mais évidemment, on a un certain système. Donc, notre méthode, c'est la systématique. Donc, voici des exemples de chacun. Je vous ai parlé de la stratifiée qui était un petit peu plus compliquée. Je vais quand même vous montrer rapidement comment on pourrait, par exemple, j'ai une école, puis comment je pourrais construire un échantillon représentatif par la méthode stratifiée. Donc, j'ai 750 élèves dans une école. Vous voyez la répartition. C'est une école qui a plusieurs langues principales, français, anglais, espagnol et même autres. Donc, j'ai toute la répartition de mes élèves, premier cycle, deuxième cycle, le total pour chacun. Et moi, je veux construire un échantillon de 300. Donc, évidemment, si mon échantillon que je veux construire, c'est 300, je peux déjà aller placer mon nombre 300 au total, c'est ce que je souhaite avoir. Et dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'on veut passer de 750 à 300. Évidemment, on veut réduire. Mais si c'est proportionnel, on ne fera pas moins 450 non, ça ne marchera pas. Fait que dans le fond, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est combien de fois moins. On cherche une espèce de rapport. Combien de fois moins on a besoin de gens? Fait que si j'ai 2 fois moins de monde, ben je vais prendre 2 fois moins de secondaire 1, 2 fois moins de secondaire 2, et ainsi de suite, comme ça, 2 fois moins de francophones. Fait que là, on va aller chercher c'est quoi ce rapport-là. Donc, j'ai pris 2 nombres qui sont correspondants, c'est-à-dire le total de l'école est 750 et je veux me diriger vers 300. Mais pour passer de 750 vers 300, je prends 750, je le divise en 300. Donc, dans le fond, mon échantillon contient 2,5 fois moins d'élèves que toute mon école. Ben, dans le fond, maintenant, je peux y aller avec chacun des nombres. C'est-à-dire, puis moi, j'irai avec les totaux pour commencer. C'est-à-dire, si j'ai 470 élèves au premier cycle, ben 470 divisé par 2,5. Donc, divisé par 2,5, j'aurais besoin de 188 élèves. 280 divisé par 2,5. Et je préfère la même chose pour tous mes totaux ici pour français, anglais. Et après ça, j'irai compléter. Si jamais ça arrive pas juste, ben on n'a pas le choix. Des fois, il faut arrondir un petit peu. Ça pourrait être estimatif aussi comme échantillon, mais même estimatif, on est quand même très précis, puis ça donne quand même très efficace. Donc, je vais vous demander de compléter le reste. Celui-là, d'exemple que j'ai mis, il arrive tout juste, vous allez voir. Donc, ça, c'est les autres totaux auxquels on serait arrivé. Alors, voilà pour l'introduction, si on veut, aux méthodes d'échantillon, aux populations, au recensement, au sondage, donc plein de vocabulaire qu'on a utilisé. On va voir la suite très bientôt.